Parti. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Salut à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce Salut. soir, un nouveau tennis talk. On va vous parler de Cincinnati. Chez les femmes, à la fin, c'est Serena qui gagne. Elle a été éblouissante, extrêmement solide. Après son petit hockey de Montréal, on voit qu'elle prépare vraiment très bien son grand chelem calendaire. Donc on vous en dira plus tout à l'heure. Chez les hommes, 6 plus 1 égale Federer qui gagne son 7e tournoi à Cincinnati en mangeant Djokovic. À 19h30, nous aurons le débat. Djokovic sait-il encore gagner des finales de Master 1000 ? Tous les consultants donneront leur avis. À partir de 20h, nous vous présenterons les tournois de New Haven chez les dames et de Winston-Salem chez les garçons. Avec ce soir, pour l'instant, un intervenant unique, mais il en vaut deux. Constantin. Salut Karl, salut à tous. Bonsoir Constantin. Salut Karl. Ouais. Alors qui est là ? C'est William. Bonjour. Ah, Maître Lévy, bien sûr, qui a été très bon. On devra le rappeler. Sur le tournoi garçon, il a été très bon. On aura également Arthur Massot s'il veut venir nous voir et nous faire un petit coucou. Et on aura tout à la fin Enzo, le nouveau sparring partner de Rafa Nadal. Il est sur les cours avec lui pour l'échauffer avant son entraînement, pour le faire revenir numéro 1 mondial. Il nous en parlera. Tennis Talk, c'est parti. 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Bonsoir les garçons. Alors, est-ce que vous avez aimé l'action ? Est-ce que vous avez aimé ce tournoi de Cincinnati pour les femmes ? Constantin, je te Allez. laisse là-bas. Bon, on aura pu voir que Serena n'aura pas remis longtemps à regagner un tournoi. C'est clair. Après un petit couac, elle s'est plutôt baladée dans ce tournoi. Même s'il me semble qu'elle a été un peu malmenée par Ivanovic. Et un petit peu chahuté. Elle a été menée un set, un break, je crois. Ouais, mais bon, à la fin, Ouais. c'est ça qui Ouais. gagne. Ça a été son seul obstacle du tournoi. Et au final, je pense qu'elle fait la meilleure préparation pour l'US Open et son grand chelem calendar. Ouais, pour la confiance, c'était pas mal. C'est Hein. pas mal, ouais. En plus, ça rattrape bien la déconvenue de la semaine passée. Donc c'est le top. Oh, bah, elle tombe sur une joueuse en feu, Benčić, qui d'un coup se met à jouer, se met à très bien jouer. Ça arrive, hein, ça arrive. Ce qui est très marrant, c'est qu'elle s'était pas fait battre par une teenager depuis sa finale perdue contre Maria Sharapova, enfin quand elle était numéro 1. Elle s'est pas fait battre par une teenager. Depuis que Sharapova l'avait battue à Wimbledon en 2005. Ouais, ça fait un bail, quoi. Ah, ça fait un bail, oui, ça fait un bail. Donc c'est quand même une joueuse qui est très solide, qui a quand même pas beaucoup perdu, qui a plus du double de points que son adversaire. Et bon, bah, on va voir, hein, mais attention, hein, tout le monde parle du Serena Slam. Elle a quand même très bien joué en finale. C'est ça. Hein. Et c'est le C'était plus dur qui arrive. Hein. Oui, mais aussi on peut dire qu'Alep a très bien joué elle aussi. Qu'en pensez-vous, Maître Lévy ? Tout à fait. Et Alep a très bien joué. J'ai trouvé qu'Alep avait énormément bien joué contre Jankovic aussi en demi-finale.
Bah, elle s'est peut-être retrouvée sur ce match-là, d'ailleurs. Hein. Ouais. Bah, Jankovic aussi, que je voyais pas aller aussi loin, donc qui a fait aussi un bon tournoi. Et on est content de revoir Simona Halep bien jouer parce que elle avait eu un gros trou quand même. Hein. Elle avait eu un trou, elle avait perdu au premier tour à Roland-Garros, non? Ouais. Très tôt à Wimbledon, peut-être même au deuxième ou tour ou quelque chose comme ça. Et enfin, cette joueuse qui s'était révélée il y a 1, 2, 3 ans, enfin, suite à son opération. L'année dernière, ça a été sa grosse explosion l'année dernière. Elle commençait à monter, mais ça a été sa grosse explosion l'année dernière. Post-opération chirurgicale, voilà, qui l'a pas mal aidé aussi. Et là, elle avait connu ce trou. Elle a changé d'entraîneur, non? Du coup, il me semble, aussi. Et franchement, ça n'a plus rien à voir. On a retrouvé un peu la Simona agressive et qui lâche rien qu'il y avait avant et qu'on avait un peu perdu. Et donc, du coup, bah, c'est super de la revoir. Et même contre Serena, elle a livré un bon match. C'est surtout Serena qui a été quand même exceptionnelle en finale, non? Et elle était très très solide. Hein. Très très solide. En deuxième set surtout. Exact. Très solide. Et donc, c'était un tournoi assez intéressant. Moi, je suis toujours un peu déçu parce qu'Ivanovic, je trouve que finalement, elle joue pas mal. Elle arrive souvent en quart des tournois. Elle était en demi à Roland-Garros. Et finalement, il lui manque peut-être un peu de puissance pour taper les joueurs. Les joueurs type Serena Williams, tout simplement. Et moi, je suis toujours un peu déçu. C'est une joueuse qu'on aime bien voir jouer. Et non, mais outre le fait qu'elle est très jolie, elle a un jeu agréable à regarder en jouant près des lignes, une joueuse de contre, et on voit que elle a du mal à franchir les 2-3 derniers tours. Alors, j'ai été déçu de Victoria Azarenka, qui a pas fait un très bon tournoi, je trouve. Non, elle s'est un peu ratée, et c'est vrai qu'on a été surpris alors qu'on la voyait aller plus loin et qu'elle avait un tableau court. Elle avait un tableau court, elle a perdu contre Klavichenkova, qui me semblait pas être dans une forme non plus étincelante. Donc, qui d'ailleurs... Alors, il s'est passé quoi? Parce qu'elle a abandonné, non, Azarenka? Du coup, Elle a été blessée. Elle s'est blessée dans le match. Elle s'est blessée, d'accord. Donc, j'espère que rien... Je sais pas si ça... Enfin, si c'est une blessure qui va l'handicaper pour... au niveau de la confiance et de la préparation, c'est sûr. Est-ce que ça va l'handicaper encore plus que ça pour l'US Open? J'ai pas trop suivi. Donc. C'est mal placé. C'est toujours mal placé parce que justement, cette semaine-là, la semaine prochaine, ça va être une semaine de récupération et de réglage de détails. Elle va pas vraiment le faire parce qu'elle aura un peu de rééduc à faire. Elle aura plein de choses à faire. Il peut y avoir des choses dans la tête un peu encombrée. Donc, ça va pas forcément l'aider. En plus, elle est quand même assez loin. Dans les. Il y a des têtes de série qui sont sorties. Hein. Donc, on va peut-être pas en parler tout de suite, on va se garder. Non, voilà. Bon, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais. Puis, peut-être une petite déception, enfin, même si on s'y attendait, mais petite déception sur Belinda Bencic. Même si. Non, on peut pas dire ça, parce qu'elle a fait vraiment un bon run. Elle a refait 2 matchs derrière, c'est beaucoup. Ouais, non mais voilà, non mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'y attendait dans le sens où voilà, c'est l'après coup et. Du coup, finalement... elle gagne le match du premier tour qui est toujours le plus dur à gagner parce que t'as. Ouais, elle bat Kerber en plus, qui est une joueuse quand même. C'est bien, c'est bien ce qu'elle fait, c'est très très bien. Après, Pennetta, c'est quand même normal qu'elle passe. Elle tombe contre Safarova, ce qui est excusable, ouais, tout à fait. Après, c'est un choix judicieux pour l'US Open, quoi, de s'économiser un peu.
Oui, c'est un choix. Et surtout, Safarova, c'est quand même pas une mauvaise joueuse. Elle était en finale de Roland-Garros. On voit qu'elle a beaucoup de mal à digérer sa finale. D'ailleurs, en parlant de Safarova, ça permet aussi de souligner la belle prestation de Svitolina, qui arrive en demi-finale quand même en mettant 6-0 à Safarova. Ouais, tout à fait. C'est pas non plus la joueuse la plus régulière du plateau. Hein. Elle a gagné un tout petit peu en régularité, mais elle n'est pas du tout régulière parce qu'elle a d'énormes problèmes de confiance. Problème de régularité, on a aussi la Miss Kvitova qui a perdu contre Garcia, et derrière on a vu que Garcia, on peut plus penser à une contre-performance de Kvitova qu'à une excellente performance de Caroline Garcia. Non, je pense qu'en ayant vu le match, c'était une très bonne performance de Caroline Garcia, comme d'habitude, mais aussi comme d'habitude, elle a du mal à enchaîner, elle a du mal à gérer ses émotions, et il faut vraiment qu'il se passe des choses à ce niveau-là parce que elle pourra pas franchir le pas. Elle n'est pas tête de série. Mais Karl, une Kvitova en forme, ça reste une Kvitova en forme. Une Kvitova en forme, elle peut battre tout le monde, mais Kvitova, c'est Kvitova, sinon elle serait numéro 1 mondial. Elle a reculé, elle est numéro 5. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci. Il y a des gens qui ont du mal à avaler. Safarova a du mal à avaler sa finale. Muguruza a du mal à avaler sa finale. Suarez Navarro aussi, elle est en plein fèche. Suarez Navarro, c'est vraiment pas sa surface. Ouais. Oui, mais même, on peut bien jouer sur dur quand même. Enfin, c'est des femmes, la surface n'a pas autant d'importance. Et la déception pas vraiment une déception, parce que je pense qu'Anna Ivanovic jouait bien, et c'est un match intéressant, mais c'est la question de Sloane Stephens qui revient, mais pas jusqu'au bout, quoi. Oui, mais c'est normal. Elle a manqué 2 années d'entraînement, 2 années. C'est une joueuse qui n'est pas très sérieuse à ce qu'on dit. Et donc, voilà, ces joueuses-là, avec ce genre de jeu, c'est des jeux à la Monica Seles. Monica Seles, ce n'était pas forcément la meilleure, mais c'était une des plus acharnées et une des plus sérieuses. Je me rappelle d'un jour où, comment s'appelle-t-il, son coach, la super coach, lui dit est-ce que tu vas voir ton petit copain ce soir? Et Monica Seles, tu réponds oui, mon petit copain, c'est le lanceur de balles, quoi. Et tu avais des balles qui partaient à 200 à l'heure dans tous les coins, et alors elle les ramenait, les frappait, voilà. Son truc, c'était le tennis. Sloane Stephens, le tennis lui a permis à accéder à un statut qui fait que maintenant elle se relâche un peu, mais il faut pas, quoi. Donc elle s'y est remise, et dès qu'elle s'y remet, tu le vois tout de suite. Mais là, on est revenu aux États-Unis, et tu sens bien qu'elle s'y remet pas. Et là, faut être une machine à ce niveau-là. Hein. Faut être une machine, il faut vraiment être habité par le tennis à 2000%. Donc un beau tournoi pour vous. Tiens, juste avant qu'on passe aux garçons, quelles sont les joueuses que vous avez retenues? Moi, Serena, Norman, et Svitolina surtout. Belle prestation pour arriver en demi-finale. Moi, je vais dire Simona Alep qui revient. Je suis content de revoir bien jouer, et puis Elena Jankovic qu'on attend, enfin que j'attendais pas du tout en demi-finale. Elle peut toujours être là. D'accord. Les joueuses qui vous ont déçu, ou une joueuse qui vous a déçu? Vitova. Ouais, mais enfin, on dit qu'elle est revenue qu'elle est revenue de maladie, donc elle est toujours malade, hein, elle a une mononucléose, donc faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse des étincelles tout le temps. Hein. Déjà qu'elle est très irrégulière, là avec la mono, ça risque d'être très très dur. Hein. En plus, on voit qu'elle a besoin de confiance vu qu'elle rejoue cette semaine. Donc elle essaie de chercher de la confiance pour l'US Open. C'est pas bon du tout qu'elle joue la dans le grand. Moi je dirais Madison Keys. Madison Keys, déception, ouais, elle n'arrive pas à confirmer sa demi-finale de l'Australian Open, elle a beaucoup de mal. Et pourtant, il y a des gens bien autour d'elle, hein, mais
Elle a du mal. Ouais, elle a du mal. Moi, je dirais Caroline Wozniacki. Ouais, elle perd contre Azarenka. Hein. Ouais, mais elle perd vite. Elle n'a pas le temps de se mettre en place. Moi, j'avais cru l'avoir changé de jeu l'année dernière. Et toute cette année a été extrêmement difficile, même si elle repasse quatrième, parce qu'elle profite un peu de la contre-perf de Kvitova. Et je suis quand même déçu par Wozniacki. J'attendais quand même beaucoup mieux d'elle. Et Mouchard, peut-être. Allô? Bouchard, c'est presque devenu normal, quoi, vu qu'elle perd tout le temps au premier tour. Ouais, mais. C'est une déception maintenant. Enfin, Karl, je me souviens qu'il avait. Il avait mis des espoirs en Bouchard dans ce tournoi. Donc, je me demande si. On retiendra juste les pronos du tournoi masculin. Je me demande si Focal, c'est pas une déception d'avoir vu Eugénie Bouchard qui avait montré des choses un peu mieux, un peu plus intéressantes à Toronto. On a perdu Karl. Je crois qu'on n'est plus que tous les deux, William. Effectivement, je crois qu'on a perdu Karl. Donc, on va peut-être attendre Karl avant de repasser. Non, je suis là. Je pense que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, on disait, est-ce que Eugénie Bouchard est une déception pour toi, sachant que tu avais trouvé qu'il y avait des belles choses à Toronto? Oui, c'est une déception. C'est complètement une déception, bien sûr. Bien entendu, c'est une déception. Ok. Est-ce que on va peut-être pas reparler on en avait parlé pas mal la dernière fois, donc ok. Bah moi j'ai plus grand chose à dire sur ce tournoi féminin. Non, il n'y a plus grand chose à dire. On va passer au tournoi des garçons alors. Un petit jingle pour les garçons, histoire de faire que ce soit moins sec. Bon, pas de jingle pour les garçons, on passe directement au tournoi garçons. Alors là, on a des choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je demande à tous les auditeurs qu'on a et tous les nouveaux auditeurs s'il y a une jeune fille qui veut venir parler tennis avec nous et qui a un niveau sympa ou qui est une bonne débutante, qui est passionnée du tournoi WTA et du tournoi ATP, eh bien, on est ravis de l'accueillir et on est ravis de lui parler. Et on sera ravis de la voir avec nous, tous les mardis soirs. Donc, s'il y a une jeune fille qui est contente et qui veut faire ça avec nous, on sera ravis d'en faire notre princesse. Allez, tout de suite, on passe aux garçons. Alors, Constantin. Avant, juste, je voudrais dire que sur les garçons, on a été très bon dans les pronostics. Hein. Ouais, franchement, on peut dire que tu as été très bon dans les pronostics. Parce que tu avais très bien vu. Moi, je t'ai suivi sur Dolgopolov parce que je le sentais bien. Mais c'est quand même toi qui as initié. Non, mais ouais, on a été. Non, mais globalement, on a tous été bons. Ça rattrape Montréal. On a vu Federer battre Murray en 2-7, Federer battre Djokovic en 2-7, on a vu Dolgopolov, on a vu Wawrinka perdre contre Djokovic. Donc non, il faut le dire. On le dit aussi quand on se trompe totalement. Oui, mais là, on le dit pas trop. Et ben là, on va dire qu'on a quasiment fait carton plein sur ce tournoi. Ah oui. On peut le dire. On a bien rattrapé Montréal. Ouais, Montréal, ça avait été plus compliqué. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, après l'octo-congratulation, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a bien intéressé sur ce tournoi? On a vu un grand Federer. On avait des doutes, comme c'était son tournoi de reprise, pour savoir s'il allait pouvoir bien enchaîner ou pas, et il nous a totalement rassurés. Alors, pour ça, j'ai eu des petits tuyaux justement au téléphone dimanche. Et je vous en avais parlé d'ailleurs sur le chat parce qu'on se parle tout le temps visiblement, Federer aurait travaillé très 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 sérieusement son physique parce qu'il n'était pas du tout content de ce qui lui est arrivé en finale de Wimbledon.
On l'a vu quand même baisser très 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 fort dans les 7, 3 et 4 et ne plus être capable de mettre en danger Djokovic qui jouait pas beaucoup mieux. Donc, il a vraiment bossé avec Pierre Paganini, qui est son coach depuis le début, depuis qu'il a 17 ans. Et pour vraiment arriver, en fait, à pouvoir tenir, avoir la caisse, retrouver beaucoup d'explosivité, beaucoup de jambes. Et comme par hasard, on a vu son service qui passait. Le service, ça vient des jambes. Et on a vu vraiment très, très bien jouer. On a vu aussi qu'il faisait beaucoup de volets, qu'il était beaucoup plus près du filet. Vous vous rappelez les plaintes que j'avais en disant il est trop loin du filet. Et là, il était vraiment très, très près. On commence à le voir de plus en plus ressembler à Edberg, qui était un athlète, ou qui est toujours d'ailleurs parce qu'il n'a pas pris un pet de gras, qui était un athlète exceptionnel avec des jambes exceptionnelles et une explosivité exceptionnelle. Et donc, on est en train de voir ça et c'est son travail physique. Donc, normalement, ils ont travaillé les tranches, à ce qu'on nous a dit, des tranches qui feraient que normalement, Federer devrait être encore en condition optimale. Donc, il va un peu rebaisser cette semaine, mais c'est bien, il ne joue pas. Repartir doucement, premier, deuxième, troisième tour, mais il va être quand même bien, il ne va pas se laisser surprendre. Et normalement, il devrait arriver au top de sa forme pour samedi et dimanche. Donc, c'est ce qui nous a été dit. Gros travail physique de Federer, ce qui explique pourquoi vous êtes content et pourquoi vous avez apprécié son service, sa volée, qui marchait très, très, très bien. Et son coup droit aussi, qui est le baromètre de son jeu. Et surtout, le travail du retour de service aussi, qui a pas mal changé. Plus de jambes, hein. Regarde, si tu mets ça en perspective, si tu vois qu'il a plus de guibolles, alors que, par exemple, tu regardes Djokovic a beaucoup moins de guibolles. Il est beaucoup plus loin. On a retrouvé un peu le Federer qui vole sur le court, je trouve. Mais comme Edberg, hein, tu te rappelles Edberg, enfin je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais est-ce que vous vous rappelez de cette finale Edberg courir? Ouais, moi je l'ai vu, ouais, tout à fait. Le mec, il était sur un tapis volant, quoi. Il était même plus sur un coussin d'air, il était sur un tapis volant. Voilà, on a retrouvé le Federer coussin d'air et on a retrouvé, alors sur la deuxième balle. Effectivement, il a expliqué qu'il avait fait tout un travail d'agression du serveur sur deuxième balle et c'est pas forcément pour faire le point parce qu'on voit quand même que ce qu'il fait c'est compliqué, même s'il en a fait quelques-uns, dont un magnifique sur tie-break lors de la finale contre Djoko. C'est avant tout pour mettre le doute dans la tête du serveur et puis on se rend pas compte, mais ça va provoquer des doubles fautes parce que quand tu te fais agresser comme ça sur deuxième balle, et ben on a vu un Djokovic qui a servi 3 doubles fautes dans un jeu quand même. Donc il faut pas forcément croire que c'est des coïncidences ça. C'est parce que quand t'as un mec qui te monte en demi-volée et qui monte directement en chip and charge sur deuxième balle, bah ça force le serveur à en mettre un peu plus. À en mettre un peu plus, à changer son jeu. Et donc à commettre des erreurs qu'il ne commettrait pas s'il était dans sa zone de confort. Donc je pense que ce qu'a voulu faire Federer, c'était ça. Et ça a payé parce que il a breaké à chaque match. Donc voilà. Donc c'est il est conscient après que de la gauche. C'est pas forcément aussi simple de faire ça à l'US Open. Avec une balle qui est quand même plus lente, une surface plus lente, des balles qui sont un peu plus grosses, je crois. Donc voilà, il sait que. Mais en tout cas, effectivement, on a vu un Federer très intelligent parce que il y a 2-3 ans, il s'est dit bah voilà, je peux peut-être plus courir autant qu'avant, donc faut que je monte plus à la volée, que je fasse plus de service volé. Et aujourd'hui, on le voit même changer sa stratégie en retour de service, où il monte à contre-temps sur les deuxièmes balles, avec cette volonté, de finir l'échange le plus tôt possible, comme il le fait sur son service. Non, c'est sûr qu'il a été vachement intelligent. Je pense que c'est sa finale de Wimbledon où il a tiré pas mal d'enseignements. Parce qu'il a vu il a dû breaker Q 2 fois alors qu'il a eu pas mal d'occasions sur cette finale. Et il a 8 balles de break face à
il a 8 balles de break face à Djokovic. Hein. Ouais, et ce scénario a quand même failli se reproduire au premier set où on voit finalement tous les jeux de Djokovic qui ont été disputés. Quasiment tous les jeux de Djokovic ont été jusqu'à égalité dans ce match. Donc ça veut dire quelque chose. Et pourtant, il a pas briqué du premier set et on a eu peur que ça fasse un peu la série des occasions manquées et voilà. Parce que Djokovic qui a su quand même au premier set être très solide sur les balles de break. Bah oui, on sauve 7 sur 8 dans tout le match, il a été extrêmement solide. Ça, c'est un peu la statistique. C'est un peu la statistique parce qu'il pouvait éventuellement s'en sortir. Hein. Et des statistiques que je vous avais montrées dans le chat, effectivement, c'est qu'on a quand même un Federer qui a de toute sa carrière le meilleur ratio de points gagnés sur première balle, ce qui est quand même et qui est aujourd'hui juste derrière Isner, Karlovic et Raonic en termes de points gagnés derrière sa première balle. Sachant qu'il y a quand même 20 ou 30 cm d'écart entre ces joueurs-là et Federer. Donc un Federer qui est quand même assez monstrueux au service, et on l'a encore vu dans ce tournoi, il n'a pas été breaké du tournoi, et il a sauvé que 3 balles de break du tournoi contre Lopez. Donc il a eu aucune balle de break à sauver contre Djokovic, aucune balle de break à sauver contre Murray, et aucune balle de break à sauver contre Kevin Anderson. Donc c'est quand même très solide. C'est très 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 solide, très 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 solide. Alors, à part Federer, qu'est-ce que vous avez vu? Et enfin, juste, j'aimerais finir, Karl, sur le fait que j'ai trouvé, et après on parlera d'autres choses évidemment, que Federer avait beaucoup moins de sautes de déconcentration, comme il pouvait avoir, comme il a eu un peu à Wimbledon en finale, comme il a fréquemment, où il passe complètement à côté d'un jeu de service. Et j'ai trouvé qu'on avait vu un Federer beaucoup plus attentif en début de jeu sur ses services. Voilà. Non, c'est clair, il a fait une semaine de rêve. Donc voilà pour Federer. Moi, je pense ça ne lui arrive pas parce qu'il a la caisse physiquement. Et une chose que Djokovic a perdu, Djokovic a moins la caisse. Alors, on va parler de Djokovic. Est-ce que Djokovic a perdu la caisse? Parce que clairement, il fait un tournoi de Montréal où il va quand même en finale. Il va quand même en finale, mais il passe pas loin de la roue. Enfin, il passe pas loin de la sortie face à Gulbis. Là, il fait un tournoi où il passe pas loin de la sortie face à Goffin. Il passe pas loin de la sortie face à Dolgopolov aussi. Il passe à 2 points du match face à Dolgopolov. Face à Dolgopolov, il y était là. Hein. Et puis globalement, on a vu quand même un Djokovic un peu moribond toute la semaine, qui appelait le docteur, qui était fatigué, qui couinait, qui allait pas bien. On l'a vu parler beaucoup à son clan, presque un peu comme un Rafael Nadal qui parle tout le temps à Tony, quoi. Moi, on le voyait tout le temps se plaindre à son clan, parler à son clan, chose que ne fait pas Djokovic quand il est bien. Donc, non, mais sur ces 10 matchs. Sur ces 10 matchs, je crois qu'il y a que une bonne prestation, mais le reste, c'est pas top. Hein. Il fait 10 matchs qui sont très moyens, avec un fond de jeu moyen, avec une perte d'énergie, où on le sent beaucoup moins en jambes. Finalement, depuis cette finale de Roland Garros, on avait parlé du cas Wimbledon où c'était peut-être un faux indice cette victoire à Wimbledon. Est-ce que Djokovic n'a pas été marqué plus qu'on ne le pensait par sa défaite à Roland Garros? Il était marqué. Allô? Ouais. Donc la question, est-ce que Djokovic va montrer un autre visage dans une semaine? Oui, parce je pense, oui. Mais c'est la question du débat, non? Oui, c'est la question du débat, exactement. Ne déplore pas le débat. Bon, est-ce que vous voyez 2-3 petits trucs parce qu'on va avoir les infos dans 1 minute. Donc, vous savez quoi? On va balancer les infos maintenant et comme ça, on repartira tout de suite pour voir les choses. Allez, les infos tout de suite.
bonsoir à tous. Ce mardi après-midi vers 16h30, une impressionnante fusillade a éclaté à Roye dans le département de la Somme, en Picardie. Le bilan est très lourd, 3 morts dont une femme et un enfant en bas âge. Tous les morts appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ils vivaient dans un campement pas très loin de la gendarmerie. Il semblerait qu'une première fusillade ait éclaté à l'intérieur du camp entre les membres de celui-ci. Ensuite, l'intervention de la gendarmerie a provoqué une seconde fusillade. C'est d'ailleurs dans celle-ci que plusieurs gendarmes ont été blessés. L'un d'entre eux est dans un état très grave. Beaucoup de renforts de gendarmerie et de pompiers se sont rendus sur place. L'auteur principal de la toute première fusillade a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis un arsenal des plus dangereux, des chants djihadistes avant de monter dans le train. Un retour en Europe via la Turquie. Face à ces éléments, le procureur de la République de Paris, François Molins, a balayé comme fantaisiste les dénégations du suspect de l'attaque du Thalys vendredi soir, qui a affirmé avoir trouvé fortuitement les armes dans un parc de Bruxelles où il dormait avec d'autres SDF et avoir voulu rançonner les voyageurs du Thalys Amsterdam-Paris. Présenté ce mardi au juge, notamment pour tentative d'assassinat à caractère terroriste, Ayoub El Kazani devrait être mis en examen pour une attaque préméditée. Manuel Valls serait un meilleur candidat pour le Parti Socialiste que François Hollande à l'élection présidentielle de 2017, mais ils seraient tous les deux éliminés dès le premier tour, selon un sondage IFOP pour Paris Match publié ce mardi. Si le premier tour avait lieu ce dimanche, le chef de l'État et l'actuel Premier ministre seraient largement devancés par Marine Le Pen, en tête avec 26% d'intention de vote, et plus légèrement par Nicolas Sarkozy, selon ce sondage mené avec l'hypothèse d'une candidature écologiste. Côté sport et football, Monaco va devoir réaliser un exploit ce mardi soir face au FC Valence en match retour du barrage de Ligue des Champions. En effet, les hommes de Léo Jardim se sont inclinés 3-1 au match aller en Espagne. Ils devront s'imposer au minimum 2-0 pour rejoindre le Paris Saint-Germain et Lyon au tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attaquer le débat dans quelques minutes. On va finir de parler de Cincinnati. Alors, avez-vous un écho? Oui, nous avons un écho, mais il va partir bientôt. Ah, Rentrez chez lui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau, les gars? Je voulais quand même souligner aussi que Murray, il a quand même bien su enchaîner. Parce qu'au final, il perd que 6-4, 7-6 contre Federer. Alors qu'il fait quand même 2 matchs assez longs en 3-7. Donc je trouve qu'il a fait quand même une bonne performance sur ce tournoi. Ouais, Murray qui a montré encore que il fallait le pousser et qu'il lâchait rien, parce que contre Dimitrov, il a rien lâché. Et pourtant, Dimitrov est un joueur qui ne lui réussit pas. Ouais, et Dimitrov qui a fait un très bon match, qu'on a retrouvé, et a eu un Murray complètement hallucinant sur le jeu où Dimitrov a servi pour le match, et à tous les moments chauds, que ce soit en lob, en passing. C'était un match de très haut niveau. Constantin ? Du coup, je pense que sa victoire sur Djokovic lui a fait énormément de bien, mais que ça a aussi pas mal puisé dans ses réserves mentales et physiques. Donc du coup, je pense qu'on peut compter sur lui pour l'US Open. Ah, définitivement, oui. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, à part Dimitrov, qui est quand même ma satisfaction, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Le mauvais match vraiment de Wawrinka contre Djokovic. Là, il fait presque un non-match, quoi. Ouais, mais bon, je pense que c'est comme ça Wawrinka, malheureusement. Est-ce qu'on aura Wawrinka à l'US Open? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il sera au rendez-vous. Il a pas raté les 3 derniers grands chelems. À part sa prestation contre Gasquet, c'est plutôt solide. Donc, je pense qu'il faut compter sur lui aussi. Et puis Dolgopolov quand même. Bon, ouais. il avait le tableau de sa vie, mais il a été en qualif, il a gagné 3 matchs, il a gagné 8 matchs, et il a failli en gagner en 9e contre Djokovic en demi-finale. C'est pas passé loin. Il était à 2 points du match dans le tie-break, je crois. Il menait 4-2, il menait 5-3 dans le tie-break, ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Son souci, c'est toujours la concentration. À 5-3, il tente une amortie vraiment très dure à jouer, alors qu'il pouvait faire vraiment autre chose.
Et après, bon, dans le troisième set, il est inexistant. Donc, je pense qu'il devrait plus se concentrer. Et s'il se concentrait plus, il aurait pu gagner ce match, quoi. Ouais, mais là, on peut pas. C'est pas un joueur qui va devenir sérieux. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, tu l'as bien vu sortir des sorties des coups le long de la ligne, qui sont extrêmement difficiles à faire. Et c'est comme ça que je joue. Il joue en pression, il joue en relâchement, et il ne faut pas lui demander d'un coup d'être sérieux, etc. C'est pas possible. Tu vois bien, à un moment, il tente un amorti contre Djokovic avec un effet slicé, mais un effet rétro aussi, un truc vraiment très très difficile. Et généralement, on tente pas ce genre de choses. Enfin, on les tente, mais et lui, il en fait son pain béni. Ouais, non, mais tout à fait. Après, voilà, je pense qu'aussi physiquement, il arrivait un peu au bout. Comme je disais, il a joué 8 matchs pour arriver en demi-finale contre Djokovic. Donc, c'est pas non plus étonnant qu'il craque complètement sur le troisième set et qu'il n'y ait pas de match sur le troisième set. Voilà. Je pense que il avait une occasion parce que Djokovic était prenable, Djokovic était friable. Je sais pas, on l'a vu demander des medical time-out parce que je sais pas ce qu'il avait. Il avait une douleur abdominale apparemment. Des maux de ventre. Ça peut être la tension, ça. Hein. Ça peut être la tension. Tu sais, il y a un muscle qui s'appelle le psoas et qui passe à cet endroit-là et qui est un muscle qu'on utilise énormément. Et en cas de tension, on peut justement avoir le psoas qui se contracte et se sentir extrêmement mal. Ouais, mais pourquoi un Djokovic serait tendu contre Dolgopolov Parce que moi, j'ai l'impression qu'il sent quand même beaucoup plus de pression. Il avait cette pression quand même qui n'est pas rien de ce Golden Slam des Masters sur une carrière. Et qu'il avait envie de le faire. C'est un compétiteur, il est là pour gagner. Je pense qu'il avait un peu de tension quand il a vu que Dolgopolov volait. Il volait complètement au premier set, Dolgopolov. Il volait pas les points, mais en tout cas, il volait sur le terrain. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même physionomie que le match à Miami, où il se fait mener 1-7-0, quasiment, je crois, 5-1 ou quelque chose comme ça. Ou même... Il revient. Et puis il n'y a pas de match dans le troisième set. Et on a eu un peu un Miami bis où pareil, Djokovic avait connu, ou à Miami, Djokovic avait connu un jour sans contre Dolgopolov, mais ça avait été juste un jour sans. Là, c'est vrai qu'on a eu un Djokovic qui a connu beaucoup de matchs entre guillemets sans sur ces deux tournois. Donc, on va pas en parler maintenant parce qu'on en parle dans le débat dans 2-3 minutes. Vos satisfactions, Constantin, peut-être quelque chose à dire encore? Non, j'ai rien à rajouter. Nadal qui perd contre Nadal qui perd qui nous empêche de voir un Federer Nadal qui perd contre Lopez et qui fait pas forcément un mauvais match Nadal, enfin qui fait pas en tout cas le plus mauvais match de l'année, qui fait un peut-être pas le meilleur match de l'année, mais qui fait un match, disons, à son niveau de cette année, voire un bon match pour son niveau de cette année. Lopez qui fait un bon match, mais voilà, Nadal qui perd même avant l'écart. Du coup, j'ai pas pu voir le match, mais bon, apparemment, il a pas trop mal joué, donc. Ouais, moi je trouve que Nadal n'a pas si mal joué que ça. Hein. Alors, évidemment, on va trouver que moi je suis un anti-Nadal, mais je ne le suis pas du tout. En fait, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais j'en attends quand même plus. Et alors, il n'a pas fait un mauvais match. Moi, j'ai vraiment bien regardé son match contre Lopez. Je m'y attendais à celle-là, hein, parce que depuis le temps qu'on doit avoir un Federer Nadal. On n'en a pas parce qu'à chaque fois, il y a Nadal qui craque généralement avant, ou Federer, je sais pas, l'un des deux, mais bon, bref, on n'arrive pas à avoir ces matchs-là. Ce qui aurait été intéressant parce qu'il faut savoir qu'ils ne se sont joués que une fois en Amérique du Nord, à Cincinnati en 2013. C'est très, très, très récent. Parce que bon, on se souvient tous que Nadal n'était pas un joueur de toute la saison. C'était quelqu'un qui jouait bien sur terre battue, puis après qui s'est mis à jouer un peu mieux
sur herbe, sans jamais non plus être exceptionnel, qui a été blessé beaucoup, et que l'US Open, à part la fois où il a gagné, il est arrivé en touriste, hein, quasiment. Il est arrivé ils ne se sont jamais rencontrés parce qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'en finale. Donc ça restera quand même un grand mystère, savoir qui l'aura emporté en 2006, 2007, 2008. C'était le moment où ils auraient pu faire les 3 finales là-bas. Donc Nadal, il a joué, il a été plutôt solide, mais alors, sur les points importants, il a été absolument lamentable. Parce que quand tu regardes le décompte des points, ils gagnent le même nombre de points l'un et l'autre. Et finalement, eh bien, c'est Lopez qui gagne, qui n'est pas non plus un monstre de régularité. Surtout avec l'année qu'il fait en ce moment. Et il a bien joué, il a bien tenu. J'ai trouvé la tactique de Nadal très discutable. De toujours vouloir attaquer le revers. Finalement, il a réussi à faire que son revers soit renforcé et qu'il ait un meilleur revers que d'habitude. Je suis d'accord qu'il a pas été bon sur les points importants. Et puis, il y a un autre aspect quand même, c'est qu'aujourd'hui, Nadal, il fait moins peur. Donc, vous avez des joueurs comme Lopez, je pense, qui auraient joué un match peut-être même différemment il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Ils auraient carrément joué un match en dedans. Voilà, et aujourd'hui, les joueurs, ils arrivent devant Nadal, ils ont pas la même confiance qu'ils avaient il y a 2 ans. Et un joueur comme Lopez, qui tape quand même quand il est en confiance très bien la balle, je pense qu'il n'aurait pas fait le même match avec un Nadal de 2012, 2011, 2013. Même. Donc voilà. Et ça, c'est un phénomène qui est quand même contre lui. Et qui va s'accentuer en plus au fur et à mesure, parce qu'il a perdu au fur et à mesure cette aura qu'il avait. Parce que Nadal, c'était quand même le joueur qui avait le meilleur ratio de victoire du circuit. Hein. Enfin, c'était quand même le joueur qui avait le pourcentage de défaites de l'histoire du tennis le plus bas. Non seulement des Federer, des Djokovic et des joueurs qui avaient au moment où des Murray, mais même de joueurs comme Pete Sampras, comme Connors, c'est le joueur qui avait le pourcentage de défaites le plus bas de l'histoire. Et en sachant quand même que c'est aussi grâce à des saisons de terre battue où il a des pourcentages de victoires-défaites énormes. Parce que si tu prends un peu la moyenne du reste, ça fait plus pareil. Je suis d'accord, hein, comme Federer aussi là sur herbe quand même, globalement. Il a des pourcentages hallucinants de... Pas que. C'est pas que un joueur d'herbe. Non, c'est pas que. Mais et puis la saison sur terre battue est beaucoup plus longue que la saison sur herbe, donc évidemment ça prend beaucoup plus de dimensions. Il n'y a pas de Master 1000 sur herbe, etc. Enfin, je suis d'accord. Mais bon, quand même, c'est quand même une stat qui, même si on la ramène sur dur ou indoor et qu'on enlève la terre battue, c'est quand même une stat qui je l'ai pas regardée depuis, mais j'imagine que c'est fini. J'imagine que Nadal n'a plus le pourcentage, le ratio le plus bas. Tout simplement, cette saison 2015, si on prend en fait toutes les saisons qu'il a faites avant et qu'on en fait une moyenne victoire-défaite, aujourd'hui, il a moins de victoires, plus de défaites que la moyenne de toutes les saisons qu'il a fait depuis qu'il est pro en 2003. Donc sur la moyenne des 11 saisons, et pourtant il était jeune en 2003, 2004, il a été blessé, etc. Eh bien, il fait sa moins bonne saison en saison en ratio victoire-défaite. Il est complètement à l'ouest sur le ratio victoire-défaite contre des top 10. Enfin, c'est vraiment de très mauvais chiffres. Même si il est numéro 6 ou numéro 7 à la RS, ce sont de très très mauvais chiffres. Ce sont des chiffres qui sont comparables, voire plus mauvais que ceux de Federer en 2013. Ouais, c'est à peu près équivalent, je pense.
J'ai pas regardé, je me suis pas amusé à faire la moyenne des saisons mais je le ferai pour la prochaine émission, pour qu'on ait un peu de visibilité. Alors voilà, bon, Nadal, on va pas en reparler, mais la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas au courant de tout? Est-ce qu'on va apprendre que de toute façon on va apprendre des choses en fin d'année sur Nadal, que ce soit un arrêt de carrière, que ce soit une blessure. Non, mais voilà, c'est pas le joueur. Il va pas refaire une saison en 2016 comme il a fait en 2015. Donc, il y a juste une chose, je pense qu'il y a quand même, il y a les Jeux Olympiques. Ça, c'est peut-être un peu. Je pense qu'il veut les faire quand même. Moi, je pense qu'il peut peut-être revenir en 2016, mais ce sont les choix qu'il fait pour l'intersaison. Oui, mais revenir avec quel jeu? Je sais pas, mais revenir dans le top 5. Justement, mais ça c'est important, ça. Si tu veux, là, on ne devrait pas parler de Nadal parce qu'on devrait parler de Djokovic. Mais c'est quand même, si tu dis il devrait revenir, il doit revenir avec quel jeu? Parce que c'est quand même ça qui est quand même très très intéressant. On voit par exemple un Federer qui fait du mal, qui souffre, et puis finalement, il revient. Mais il revient avec un jeu différent. Je pense qu'il devrait s'inspirer de ça, hein. Faire comme Federer qui lui a su adapter son jeu en conséquence de l'âge. Mais ce que ça veut dire en conséquence, la seule chose que tu fais quand tu vieillis, c'est que tu peux pas tenir les rallyes. Et on a bien vu que même contre un mec contre Lopez, contre un mec comme Lopez, il ne peut pas tenir les rallyes. Il tient la balle, mais sa balle manque de mordant, elle manque de niaque. Et puis surtout, il n'a pas d'option alternative comme Federer peut l'avoir en étant agressif. Enfin, Nadal n'a pas le niveau à la volée, au service surtout, pour adapter un jeu à la Federer. Et donc, je pense à une fin de carrière qui s'annonce beaucoup plus noire et compliquée pour Nadal. Ouais, je pense que 2016, le grand maximum, ça sera la fin. Mais moi, j'ai l'impression que cette année, c'est la fin. Parce que si vous regardez bien ce qu'il a fait depuis le début de l'année, il est allé danser au carnaval au Brésil, il a fait tous ces trucs-là. Ça n'est pas le joueur qu'on connaît. Le joueur qu'on connaît, c'est un obsessionnel. C'est un maniaque. Il adore régler tous les détails et normalement, il va pas au carnaval danser. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à Nadal. Hein. Et puis il dit oui, je veux en profiter, machin, tata. Voilà, il fait des tournois où il y a personne. Enfin, c'était curieux, quoi. C'était curieux. Et puis surtout, on l'a vu prendre quand même des roustes. Il prend une rouste contre Murray à Madrid. Il prend une vraie rouste. Il prend une rouste contre. Surtout contre Nishikori. Il en prend une aussi contre Djokovic à Roland Garros. Hein. Il prend une rouste, j'allais dire, contre Djokovic à Roland Garros. Et puis il prend une rouste sur elle aussi par un mec qui en guignol. Même si tout le monde l'aime bien parce qu'il a des dreadlocks. C'est quand même pas le joueur de l'année, ce gars-là. Brown. Ouais, puis il perd deux fois contre Fognini aussi, quand même. Ouais, en fait, ça aurait été significatif s'il avait perdu 3 fois. Mais je pense que justement, le fait qu'il soit arrivé à en gagner une petite, ça prouve quand même qu'il lui reste un petit peu quelque chose dans le moteur, quoi. Ou que Fognini, c'est vraiment un vrai cas. Un vrai cas. Donc, on va fermer le chapitre Nadal et on va ouvrir le chapitre Djokovic. Djokovic a-t-il perdu la gagne? Djokovic sait-il encore gagner une finale de Master 1000? Concentre. Moi, comme je le disais sur le chat, je trouve que comme je le disais, ça fait 3 ans qu'il n'avait pas fait de finale soit à Montréal, soit à Cincinnati. Sa dernière, elle remonte à 2012. Et j'ai l'impression que c'est un peu la période où il a toujours un petit creux.
Parce que si on regarde ses dernières défaites là-bas, c'était quoi? C'était contre Robredo, contre Tsonga, contre Isner. Donc j'ai l'impression que s'il a un creux dans l'année, c'est là qu'il préfère avoir ce creux lors de ces 2 Masters 1000 pour après rebondir avec l'US Open et la fin de saison où il aime bien cartonner. Donc je me fais pas de soucis outre mesure pour lui. Étant donné qu'on a un peu vécu ça l'an passé aussi, bon, certes, il a été éliminé beaucoup plus tôt. Et donc, je pense qu'il va savoir rebondir à l'US Open. Ouais, c'est un tournoi qui est bien. Il va souvent en finale. Ouais, le pire, c'est ça, c'est qu'il joue mal, mais 2 fois, il fait finale. Ouais, avec des tableaux qui sont quand même privilégiés. Ouais, ils sont gentils, les tableaux. Ah, il était numéro 1, les amis, donc forcément. Ouais, non, mais il arrive en finale à Montréal, Cincinnati, quand même. à Cincinnati, il n'a pas joué un top 20. Ah si, il a joué Wawrinka. Non, c'était Montréal le pire. À Montréal, il n'a pas joué. Ouais, c'est ça. À Montréal, il a pas joué. Enfin bon, bref. Il arrive en finale sur 2 tournois. Bon, il joue que Wawrinka, quoi. Oui, mais est-ce que c'est sa faute qu'il est tête de série, t'aimes pas leur Bah, non, c'est pas de sa faute, mais c'est vrai que quand tu te retrouves dans la partie de Wawrinka qui est sur cours alternatif, Nishikori qui est blessé, Raonic qui est blessé et Berdych qui se chie en fin de saison, bon, voilà. Bah, c'est le tirage au sort. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais du coup, je pense que Djokovic aurait pu perdre plus tôt. S'il était tombé contre, je sais pas, un Isner en feu, un Tsonga en feu, il aurait pu perdre plus tôt. Bah, vu le tableau qu'il a et comment il galère, avec un tableau un peu plus compliqué, c'est sûr que je le voyais pas passer autant de tours. Donc, mais après, je suis assez d'accord pour dire que c'est vrai que depuis quelques années, ces 2 tournois où physiquement il est pas en forme. Alors, est-ce qu'il aime pas les États-Unis? Est-ce qu'il aime pas l'humidité? C'est vrai que c'est des conditions qui sont un peu spéciales, que ce soit Montréal ou Cincinnati, c'est très humide, il fait très chaud. Alors, il fait chaud aussi en Australie, il fait chaud, il peut même faire chaud à Madrid, à Rome, mais c'est des conditions beaucoup plus sèches. Donc est-ce que Djokovic n'aimerait pas tout simplement l'humidité? On le voit à Dubaï, finalement il réussit moins bien aussi. Est-ce que à l'US Open il a qu'une victoire au final à l'US Open aussi. Donc, on l'a vu mal parfois. On le voyait changer de t-shirt tous les 3 jeux, quoi. Donc surtout on le voyait très mal parfois. Tu te rappelles ce match dans les années, je sais pas combien, où il joue contre qui il joue? Il joue contre Roddick et tu le vois, il est carrément, il est au bord d'avoir une crise de je sais pas quoi. C'était assez terrible, quoi. Donc oui, si vous n'avez pas voulu dire le mot magique, mais on en parlait d'ailleurs toute cette semaine pendant le tournoi, c'était les biorhythmes. Il est clair que le biorhythme de Djokovic en cette période de septembre n'est pas bonne, et après on voit qu'il arrive, après cette période, à reconstruire des séries de victoires très très impressionnantes. Ouais, mais sachant que moi j'aimerais quand même, je suis d'accord avec les biorhythmes, hein, mais aussi que après on repasse en indoor. On repasse dans des conditions qui sont quand même beaucoup moins physiques que de jouer à 40 degrés et 95% d'humidité. Mais je crois que, rappelle-toi Sampras, il aimait pas non plus jouer dans la grande chaleur. Il avait des problèmes. Et même Federer, il joue beaucoup en nocturne. Alors c'est vrai que Djokovic a joué peu en nocturne finalement sur ces 2 tournois. À ce niveau-là, il le demande. Quand tu es tête de série 1 et 2, tu demandes à jouer le soir ou c'est lui qui veut jouer la journée. Hein. Ah, je sais pas si c'est le joueur qui décide. Hein. Je pense que c'est les droits télé qui font que le soir, c'est les joueurs les plus plébiscités. Donc, soit les Américains, et puis, et je dis pas que Djokovic n'est pas plébiscité, mais peut-être qu'il l'est moins que Rafael Nadal et Roger Federer. Il demande. Moi, je pense qu'il demande. Il demande à jouer. Il demande leur heure, il demande à jouer. En tout cas, on les écoute parce que sinon, le mec, il peut très bien, tu vois. Ouais. Mais bon, Federer aussi, il aime bien jouer le soir. Donc, après, il y a un moment, tu peux pas faire jouer tout le monde le soir. Hein. Non, on est d'accord. Mais moi, je pense qu'il le demande. Il le demande à jouer en journée. Parce que sinon,
il demandera à jouer en soirée. Federer demande à jouer le soir, puisqu'on voit tout le temps, il est tout le temps le soir. Ah oui, Federer demande à jouer le plus tard possible. Et je pense qu'à l'US Open, il va faire toutes les nocturnes jusqu'en quart de finale. Donc, parce qu'après, il y a plus de nocturnes. Mais oui, on a vu Federer, il a pas joué à part la finale, il n'a pas joué un match. Enfin, il a tout dès que c'était possible, il a joué en nocturne, Federer. Hein. Donc effectivement, voilà, Djokovic, je pense, oui, il y a ça, il y a le biorhythme, il y a les conditions climatiques, et puis bah peut-être la surface aussi, Karl. Finalement, Cincinnati, c'est peut-être pas la surface qui lui correspond le mieux à Djokovic. Comme c'est ce qu'on savait, hein, les surfaces un peu plus rapides. On a vu Dubaï. Tout de suite, dès que ça va un peu vite, et il se fait agresser, alors qu'Indian Wells, il était très bien. Voilà. Indian Wells, il s'en sort bien, c'est son truc, mais c'est vrai que sinon... C'est vrai que voilà, Miami, Indian Wells, il est souvent au top de sa forme, il l'est souvent en Australie, il l'est souvent... Australie, c'est assez lent d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et il l'est aussi en fin de saison. En fin de saison, ouais, parce que l'année dernière, à partir de Paris, il rafle tout, quoi. Même à partir de Pékin, il y a juste le petit Shanghai, mais sinon à partir de Pékin, il est. Shanghai, voilà, une surface extrêmement rapide. Hein. Bah, à Shanghai, on est sur une surface assez proche de celle de Cincinnati et de Dubaï. Mais c'est ce qu'on disait quand même, Karl, sur la rivalité Federer-Djokovic. On disait que Federer avait une chance de gagner contre Djokovic sur ces surfaces qui étaient très rapides. Et surtout, il a surtout un problème mental face à lui. Ouais, tout à fait. Donc l'US Open, ça va être intéressant parce que on est sur une surface qui est un peu intermédiaire. Qui est quand même plus rapide que Miami. Et moins rapide que Cincinnati, ouais. Voilà, et plus rapide que l'Open d'Australie aussi, et qui est quand même moins rapide que Shanghai ou Cincinnati. C'est le tournoi le plus rapide aujourd'hui, l'US Open. Hein. Enfin, le Grand Chelem le plus rapide, hein. Même plus rapide que Wimbledon. Oui, mais enfin, je pense que Wimbledon est doucement à s'accélérer. Oui, je pense que Wimbledon se réaccélère et le rebond est de toute façon beaucoup plus bas, ce qui fait que le chip de Federer prend plus, donc ce qui fait que puis c'est une surface peut-être un peu moins exigeante physiquement et du coup ce qui fait que c'est la surface où Federer aujourd'hui a encore le plus de chance. Mais voilà, l'US Open, je pense, c'est le deuxième Grand Chelem où Federer a le plus de chance. Avec Roland Garros, celui où il a le moins de chances de gagner. C'est clair. En tout cas, il fait un bon tournoi. Il joue pas un type qui est plus loin que la Monte Capitale. Donc c'est quand même très solide en termes de résultats. Non, c'était assez impressionnant. Donc Djokovic, alors pour conclure ce débat, Djokovic pour vous, il a vraiment perdu les clés ou il va les retrouver dans une poche quelque part? Non, il va très vite le retrouver. C'était un petit creux de sa saison. Creux, mettre les limites, petit creux. Moi, je pense qu'il sera évidemment un des gros favoris de l'US Open. Il va bien jouer. Et l'année dernière, on l'a vu perdre contre Nishikori en demi-finale. Voilà. Et cette année, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent lui faire mal. C'est-à-dire un très bon Wawrinka, un très bon Nishikori, un très très bon Federer, voilà. Donc il est pas non plus, il est favori, il est sûrement l'un des favoris, et Murray aussi bien sûr. Il est sûrement l'un des grands favoris de l'US Open, mais il peut être embêté par 3-4 joueurs. Ok. Bon, très bien, on va laisser passer le journal et après on attaque avec le tournoi. Le journal.
Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. François Poulet. Bonsoir à tous. Ce mardi après-midi vers 16h30, une impressionnante fusillade a éclaté à Roye dans le département de la Somme, en Picardie. Le bilan est très lourd, 3 morts dont une femme et un enfant en bas âge. Tous les morts appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ils vivaient dans un campement pas très loin de la gendarmerie. Il semblerait qu'une première fusillade ait éclaté à l'intérieur du camp entre les membres de celui-ci. Ensuite, l'intervention de la gendarmerie a provoqué une seconde fusillade. C'est d'ailleurs dans celle-ci que plusieurs gendarmes ont été blessés. L'un d'entre eux est dans un état très grave. Beaucoup de renforts de gendarmerie et de pompiers se sont rendus sur place. L'auteur principal de la toute première fusillade a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis un arsenal des plus dangereux, des chants djihadistes avant de monter dans le train, un retour en Europe via la Turquie. Face à ces éléments, le procureur de la République de Paris, François Molins, a balayé comme fantaisiste les dénégations du suspect de l'attaque du Thalys vendredi soir, qui a affirmé avoir trouvé fortuitement les armes dans un parc de Bruxelles où il dormait avec d'autres SDF et avoir voulu rançonner les voyageurs du Thalys Amsterdam-Paris. Présenté ce mardi au juge, notamment pour tentative d'assassinat à caractère terroriste, Ayoub El Kazani devrait être mis en examen pour une attaque préméditée. Manuel Valls serait un meilleur candidat pour le Parti Socialiste que François Hollande à l'élection présidentielle de 2017, mais ils seraient tous les deux éliminés dès le premier tour, selon un sondage IFOP pour Paris Match publié ce mardi. Si le premier tour avait lieu ce dimanche, le chef de l'État et l'actuel Premier ministre seraient largement devancés par Marine Le Pen, en tête avec 26% d'intention de vote et plus légèrement par Nicolas Sarkozy, selon ce sondage mené avec l'hypothèse d'une candidature écologiste. Côté sport et football, Monaco va devoir réaliser un exploit ce mardi soir face au FC Valence en match retour du barrage de Ligue des Champions. En effet, les hommes de Léo Jardim se sont inclinés 3-1 au match aller en Espagne. Ils devront s'imposer au minimum 2-0 pour rejoindre le Paris Saint-Germain et Lyon au tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions. Merci à François Poulet. Alors, on reprend tout de suite. Il y a un petit jingle, quelque chose? Alors, il n'y a rien. Bon, bah écoutez les gars, vous êtes là. On parle tout de suite des tournois. On commence jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Ah bah voilà le jingle qui part et qui était un peu bloqué. Alors, on va tout de suite parler de New Haven. Alors, on sait, vous connaissez mon aversion pour ces tournois qui sont juste avant le Grand Chelem. Bon, il faut bien des tournois pour les redoublants, pour ceux qui n'ont pas marqué assez de points, pour ceux qui sont en manque de confiance, enfin plutôt celles et ceux qui sont en manque de confiance. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, New Haven, il y avait Alep qui était programmée, qui s'est décommandée. Normal, elle vient de faire une finale, donc elle n'a pas complètement envie de se griller et de jouer 5 semaines d'affilée. Et alors derrière, on a Kvitova. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, comme tu le disais, c'est toutes les joueuses qui sont en manque de confiance, en manque de repères, et qui veulent engranger un petit peu de confiance pour l'US Open. Mais bon, c'est pas un très très bon choix, étant donné qu'elles vont certainement se fatiguer avant le dernier Grand Chelem. Alors, ouais, mais alors quand même. Qui a raison d'y aller là-dedans? Je vois du Madison Keys, je vois du Alizé Cornet, je vois du Agar Azonska, je vois du Caroline Wozniacki, et tout ça c'est de la wildcard. Je vois du Eugénie Bouchard aussi, je vois du Caroline Garcia, du Timea Bajinski, du Kristina Mladenovic, du Dominika Sibulkova en perdition cette année. Je vois du Safarova, Pliskova, mais qu'est-ce qu'elles font là? Bah, je crois que l'idée, Karl, c'est de jouer un match ou deux et d'essayer de retrouver des sensations et d'arriver avec un peu plus de confiance pour des joueuses qui ont pas assez joué avant et qui pensaient plus jouer à Cincinnati et qui se disent bah voilà j'ai tellement peu joué que je vais pas non plus me griller physiquement si je fais un ou deux matchs de plus pour me régler quoi. Ouais, mais je me souviens des Heather Watson qui avait fait un très très bon début d'année et qui avait gagné je sais plus quel tournoi avant l'US Open. Elle a joué le dimanche, elle a joué le mardi. Le mardi, elle avait zéro sensation parce qu'elle était arrivée trop tard. Elle n'avait pas pu s'entraîner sur les cours, elle n'avait rien pu faire. Et elle s'était fait sortir alors qu'elle faisait un très très bon début d'année.
Et ça a mis son année complètement en, même si elle a fait son grand match à Wimbledon, mais d'ailleurs on n'en entend plus parler depuis, mais on a vu que cette mauvaise programmation ne lui a pas permis justement de faire là où on marque ses points, là où on fait son fric, c'est quand même sur une performance en Grand Chelem. Ouais, tout à fait, mais si t'as Wozniacki, elle a perdu, je sais pas, Eugénie Bouchard ou j'en sais rien, mais qui ont perdu, qui ont joué peut-être un match ou deux à Montréal et un match à Cincinnati. Est-ce que ça suffit pour avoir des repères sur dur avant l'US Open? Ouais, mais est-ce que ça suffit pour avoir... Et si on joue un peu trop, si ça se passe bien, ce sont des compétitrices, elles vont pas cracher sur la finale. Donc, Bouchard... Non, mais non, mais effectivement, ouais, le risque, c'est ça, c'est que si tu joues bien, tu vas aller au bout, et... Non, mais du coup, Après, parce que les cours sont quand même différents, parce que les balles sont pas tout à fait les mêmes, voilà, et qu'il y a ceux qui sont arrivés depuis le mardi, le jeudi, et ceux-là, voilà, ils sont fait 4 séances sur les cours, ils ont pris un peu la mesure de tout, ils ont fait des entraînements en après-midi, des entraînements en soirée, et puis ils sont prêts. Ouais, enfin, t'as des gens comme Eugénie Bouchard qui se sont pris 1-0 lors du premier tour, donc je te demande vraiment pourquoi elle est allée là-bas, quoi. Bah, je sais pas. Bah, pour l'instant, Eugénie Bouchard, ça navigue un peu à vue, hein, quand même. Hein. Elle prend un coach, mais il n'est pas définitif. Enfin, ça navigue à vue et c'est... pour l'instant, c'est un peu de la navigation au doigt mouillé. Hein, donc, d'où toujours le danger de se séparer son coach de jeunesse qui t'a aidé à monter. Je pense qu'il faut vraiment faire des choses très 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 graduellement et que c'est vrai que ça n'a pas fonctionné avec Sam Sumik, ce qui était un peu étonnant, mais pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez? On va pas rester non plus des heures sur ce tournoi. Qu'est-ce que vous voyez comme favorite pour ce tournoi? Et est-ce que d'ailleurs ce ne sera pas un tournoi de dur où celles qui sont bien classées finalement vont sortir vite fait pour aller à New York? J'aurais envie de dire Kvitova, mais bon, comme tu dis, je sais pas si elles vont vraiment se fatiguer pour atteindre une finale ou gagner un titre, sachant qu'il y a l'US Open derrière. Vitova, elle est capable de faire ça. Hein. Elle est capable d'aller gagner après d'arriver cramée, de se faire sortir au premier tour. Ça, je dis pas qu'elle est pas intelligente, mais elle est bizarre. Ça, je vois bien Kvitova s'imposer. Possible. C'est hyper dur de dire parce que entre les joueuses qui vont pas le jouer à fond, les joueuses qui vont... Enfin, honnêtement, c'est compliqué là. Donc on voit quelqu'un de non classé plutôt? Non, mais Kvitova, effectivement, ça me paraît être une bonne, un bon prono parce que c'est vrai qu'elle en est capable, qu'en plus elle a besoin de confiance, que c'est une compétitrice aussi, donc je pense qu'elle va pas se forcer non plus à mal jouer, donc non, je pense que Kvitova, c'est fort possible, ouais. Ouais, moi j'ai du mal à faire un prono aussi. J'ai du mal à faire un prono, mais je verrais bien des gens genre Camilla Giorgi, un peu hors tempo, gagner. Ouais, ou même une Madison Keys finalement, pourquoi pas. Elle joue pas bien en ce moment. Hein. Elle a cette explosivité dans la balle. Ouais, mais c'est pas le tournoi où ça va mieux jouer non plus. Hein. Non, mais il faut un minimum. C'est pas bien un minimum. Et pourquoi pas Caroline Garcia? On serait content peut-être profiter pour elle parce que ce serait trop tôt en pic de forme. Elle peut faire la semaine d'après. C'est possible. Ouais, mais là, elle pourrait profiter un peu du fait que les autres joueuses ne veulent pas jouer à fond pour peut-être tirer quelque chose. Ouais, bah oui, elle n'est pas tête de série en plus. Malheureusement, elle est sortie un peu des 32. Donc elle t'embrasse forcément sur une grosse. Au premier. Elle a déjà sorti Timea Bachinski, qui elle, par contre, est en totale perdition là. Bizarre, hein. Ça aussi, c'est lié au rythme. Parce qu'au mois de mars, elle était en pleine forme. Elle
elle était en pleine forme au mois de mars et là, elle se retrouve complètement. Complètement. Bon, c'est peut-être aussi qu'elle a fait un long run. Hein. Elle a fait cette demi-finale à Paris, qui était d'ailleurs pas belle. Elle a eu du mal à Wimbledon, qui était peut-être pas sa surface non plus. Et puis derrière, sur le dur, elle n'est pas arrivée à retrouver un. Alors qu'en mars, elle a fait un joli back-to-back sur du dur à Acapulco et à Monterrey. Donc c'était intéressant. Mais bon, moi je ne crois pas trop en cette joueuse. Je la trouve trop fragile mentalement. Je suis tout seul. Ouais, bah non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord aussi. Du coup, comme elle a éliminé Bachinski, Caroline Garcia, elle peut hériter d'un tableau un peu plus clément. Ouais, étant donné qu'elle a passé le 4 au premier tour. Ouais, enfin, en ce moment, Caroline, malheureusement, c'est pas ça, quoi. Non, mais c'est un tournoi un peu bizarre, Karl. C'est très difficile de faire émerger des tendances parce que c'est un tournoi qui est juste avant l'US Open et comme tu l'as dit, entre les joueuses qui veulent s'économiser, celles qui veulent jouer un peu en confiance, d'autres qui savent qu'elles ont peut-être vraiment zéro chance à l'US Open, alors elles peuvent peut-être en profiter pour gagner un tournoi. Du coup, c'est hyper compliqué de savoir, quoi. Ça fait partie de ces tournois qui sont quand même peu suivis. Hein. Enfin, c'est bon, quand même. On va quand même le suivre. Hein. C'est notre métier maintenant. Oui, non, mais bien sûr, mais voilà, c'est des tournois à part. Je trouve que c'est des tournois à part. Hein, ces tournois qui sont une semaine avant les grands chelems. Ok. Bon, on laisse tomber celui-là. Et donc, on va regarder Winston-Salem, avec des choses intéressantes quand même, surtout au niveau des Français. Oui, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. Ah bah vas-y, je te laisse y aller alors. Ah non, mais j'ai vu qu'il y avait Joe Wilfried Tsonga, déjà, Gilles Simon, Benoît Paire, qui on a d'autres Français Alors, je crois que c'est tout. On n'a pas Gaël Bonfils. Pas Gaël Bonfils. Ah, Gaël Bonfils qui s'est séparé de son coach, on l'a pas dit ça, hein. Mais Gaël Bonfils qui s'est séparé de Yann De Witt, qui partageait avec Gilles Simon. Ouais. Je crois que il y a eu une petite engueulade suite au non-match qu'il a fait contre notre ami Jerzy Janowicz. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a mis fin à la collaboration. Bah, le truc qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avant, le coach, c'était le mec qui était un peu influent sur le joueur. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le joueur, c'est un employé. Donc, il doit respecter son patron. Parce que c'est le joueur qui paye son coach. Et donc, il n'est plus obligé de l'écouter. Et ça crée des relations totalement différentes maintenant. Donc, en fait, quand il dit qu'il arrête de travailler avec lui, c'est qu'il l'a remercié et qu'il va. De toutes les façons, Gaël ne tient pas longtemps avec des coachs, quoi. Et en même temps, c'était très très difficile de voir comment ça pouvait se passer entre quelqu'un qui est un rigoriste et ouais, et puis je crois que c'est pas évident de partager avec Gilles Simon le même coach. Puis aussi, c'est bizarre, il s'est enfermé depuis Wimbledon dans une filière. Je joue mal, ça me fait chier, je comprends pas pourquoi je joue mal, alors je joue encore plus mal. J'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il retraverse une espèce de mini-crise comme il avait eu il y a quelque temps, où il s'était désintéressé du tennis? Je sais pas, Gaël, mon fils. En tout cas, mais tu sais, je crois que moi j'ai pendant des années été extrêmement énervé contre ce joueur que j'ai vu être un junior
un junior exceptionnel, qui a failli faire le Grand Chelem junior, ce qui n'était pas arrivé depuis Stefan Edberg. Il est arrivé, malheureusement pour lui, blessé en 2003. C'était en 2003, ouais, c'était en 2003. Et blessé en 2003 à l'US Open, et c'est Murray qui a gagné. Ouais. Et donc, il n'a pas fait le Grand Chelem à cause de ça. Et c'était très dommage. Et donc, donc, ça veut dire que pour faire le Grand Chelem junior, il faut être un très bon joueur. Parce que finalement, il dit qu'il n'aime pas l'herbe, mais il a quand même gagné Wimbledon junior. Non, mais c'est ça. Non, mais je crois que quand il dit qu'il aime pas l'herbe et qu'il joue mal sur l'herbe, c'est des fausses excuses qui se trouvent, Gaël. Hein. C'est des fausses excuses à chaque fois qu'il se trouve, Gaël. J'ai attrapé froid parce que j'ai été trop gentil, j'ai signé trop d'autographes. Mais je crois que tu l'as dit, Karl, il n'y a rien à comprendre. Exactement, il n'y a rien à comprendre. C'est un mec, voilà, il rentre sur le terrain. Moi, maintenant, j'en ai rien à foutre de le voir. Je suis désolé de parler comme ça, mais le voir gagner ou perdre m'est complètement indifférent. Moi, je veux qu'il me donne du plaisir et qu'il fasse des beaux points. Si après, il sort de là en vainqueur, tant mieux pour lui. Mais sinon, j'ai pas plus d'affect que ça pour ce qu'il fait. Et c'est tout. Et je veux le voir comme un showman, comme quelqu'un qui fera très certainement des exhibitions et qui amusera beaucoup le circuit des plus de 35 ans et qui va très certainement le gagner. Et c'est tout ce que je vois. Moi, j'ai plus d'ambition pour lui de gagner un grand chelem, même Roland Garros, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir jouer, qu'il me donne du plaisir et puis c'est terminé. Ouais, non, ok. Bon, et est-ce que c'est pas surprenant de voir Joe Wilfried Tsonga jouer à Winston-Salem Non. C'est la même chose, il est en recherche de confiance. Oui, on peut même dire qu'il est complètement à la rue. Ouais, complètement à la rue. Mais finalement, cette saison, il est complètement à la rue, à part à Roland-Garros, où on s'y attendait pas et où voilà. Mais Ouais, c'est un coup d'éclat, mais sinon comme l'année dernière, les gars, comme l'année dernière. L'année dernière, il est complètement à la rue. Il arrive, il gagne à Montréal. Il se fait sortir au premier tour à Cincinnati. Ouais, mais on a des gens français qui sont pas mon fils. Bon, ok, c'est mon fils. Ton gars pas en confiance. C'est Gilles Simon qui sort quand même de 2 tournois où il brille pas. Ah bah, il passe à travers, tu veux dire, ouais. Ouais. Je ne rappellerai pas mes pronostics sur Gilles Simon à Montréal. Et voilà, donc lui aussi, il est en recherche de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, le seul joueur qui a un peu de confiance, c'est Gasquet? Il joue pas ce tournoi? Bah non, il a raison. Ouais, choix. Donc voilà, on a nos Français et on a aussi quand même du beau monde à ce tournoi. On a on n'a pas parlé, par exemple. Ouais, Anderson. On n'a pas parlé de Benoît Paire aussi qui Ouais, qui fait le tour de la toile parce qu'il a mis un coup entre les jambes contre Djokovic. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, il y a Anderson. Qui lui aussi à la rue là depuis Wimbledon. Ouais, Anderson qui est complètement à la rue aussi. Ouais. Non, on a aussi un joueur, si on revient à côté français, un joueur qu'on aime bien, c'est Pierre-Hugues Herbert qui est sorti des qualifs. Et puis c'est surtout lui qui a la wildcard, non? Qui a la wildcard pour... ce que je trouvais un peu bizarre, pourquoi il a la wildcard et qu'il vient quand même. Mais bon, il a peut-être des points à marquer aussi, faut manger. Ouais, mais je trouve ça bizarre quand t'as la wildcard de... Enfin bon, moi je trouve que c'est pas forcément... quand on voit tout le débat qu'il y a eu autour de pourquoi Paul-Henri Mathieu a pas eu la wildcard, par exemple, voilà. Bon. Est-ce que Paul-Henri Mathieu jouera les qualifs de l'US Open, j'imagine? Aucune idée. Aucune idée, d'accord. Donc, ce tournoi, puis on retrouve un peu les joueurs qui ont... on retrouve Janovic qui a besoin de confiance aussi. On retrouve Borna Koric qui a sûrement besoin de confiance, même si... Non, je pense qu'il est dans un process où, à cet âge-là, il faut jouer. Faut jouer beaucoup. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas con. Steve Johnson, Sam Querrey... C'est des gars qui savent très bien qu'ils sont pas en deuxième semaine. Ouais, Troïki aussi qui est bien à la rue depuis Wimbledon.
Ouais, il y avait une wildcard à Tomias aussi. Il joue encore, Tomias, putain. Il joue encore, Tomias. Mais je crois que c'est sa dernière année. Donc mais c'est un tournoi sympa. Je crois que c'est un tournoi qui a pas mal gagné Isner aussi, il me semble. Hein. Il me semble. Bah, c'est un tournoi sympa. Après, bah, c'est toujours ce problème qu'il est juste avant l'US Open. Mais... Je suis là, continuez. Hein, continue. Non, mais donc du coup, je pense que Kevin Anderson fait quand même partie des favoris. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais enfin, vu ce qu'il a montré. Est-ce que et on finalement Tsonga et Gilles Simon font aussi partie des favoris. Hein. Ouais, peut-être Tsonga, ouais. Tsonga est tête de série numéro 3. Ah non, Gilles Simon est tête de série numéro 1. Oui, le numéro 1 français. Non, mais tête de série numéro 1 du tournoi. Ouais, bah, il est 11e. Il n'y a aucun des 10 premiers qui jouent, donc voilà. Quoi. Ouais, non, voilà. Moi, je verrais bien Borna Koric aller loin. C'est tout à fait. Il a la rage, il a le. Ouais, et puis comme tu dis, il est jeune, donc de toute façon, il faut jouer. Et puis, il va jouer peut-être même un peu trop. Et... Borna Koric, il va pas être dans l'idée de s'économiser. Hein. Bah non, mais ils ont raison. À cet âge-là, il faut jouer. Donc voilà. Et puis bon, après, Sam Kerr peut toujours être dangereux. Steve Johnson peut bien jouer aussi sur ce genre de tournoi. Bon, moi, je vois pas trop Bellucci, je vois pas trop Garcia Lopez, je vois pas Souza non plus, Bagdatis non plus, donc Gabashvili non plus, Troïki non plus. Donc voilà, je pense que une fois qu'on a dit Anderson, Gilles Simon et Tsonga, à mon avis, éventuellement un Steve Johnson, je pense que ça va jouer entre ces quatre-là. Et ouais, je viens de voir que c'est Rossol qui est tenant du titre. Ouais, alors... C'est pas étonnant. C'est tous les gens qui sont au système pro qui ont l'impression qu'il faut gagner un 250 avant un grand chelem plutôt que d'aller en 8e ou en quart. Ouais, voilà, alors c'est ça la question, c'est est-ce que si tu gagnes un 250 avec un grand chelem, ça veut peut-être dire que t'avais le tennis pour aller en deuxième semaine quand même. Hein. Oui. Donc est-ce que ça vaut le coup de troquer 250 points contre... Parce que certes, un huitième de finale en grand chelem, c'est 180 points, c'est ça? Enfin, c'est quelque chose comme ça, ouais. C'est tellement plus d'argent. Pardon? C'est tellement plus d'argent. Oui, c'est tellement plus d'argent, ouais, tout à fait, mais... c'est tellement plus d'argent d'exposition, etc., que ça se rate pas, quoi. Voilà, mais en termes de prestige tennistique, vaut mieux être en huitième de finale de Grand Chelem, non? Bah oui. Donc, et puis quand même, quand t'es en huitième de finale de Grand Chelem, t'es toujours dans le tournoi. Donc, et dans le tournoi, tu peux aller plus loin. Si t'as un tableau dégagé, tu vises un quart. Pour peu que tu joues le tennis de ta vie, tu passes en quart. C'est quand même, tu joues quand même pour gagner des Grands Chelems quand t'es joueur de tennis. Donc, il y a un moment où tu te dis, même s'il y a une micro chance que j'aille loin, il y a quand même le cas Silic, quoi. Le cas Silic. Je pense pas qu'il pensait qu'il allait gagner l'US Open quand il l'a gagné l'année dernière. Donc voilà, c'est un pari. Moi, je suis pas étonné que son gars il fasse ce pari-là, à vrai dire. Ouais, enfin bon, je pense que son gars il fait surtout les mauvais paris depuis quelques années. Ouais, je suis pas étonné qu'il fasse ce pari-là quand il disait qu'il jouait des challengers pour mettre sa famille à l'abri. Donc, je suis pas étonné qu'il joue des ATP 250 pour mettre sa famille à l'abri. Enfin, donc, je suis pas étonné de voir son gars jouer ce tournoi. Donc, Gilles Simon, je pense que c'est différent. Gilles Simon, je pense que c'est différent. Je pense que il s'est tellement trouvé, à Montréal et à Cincinnati. Voilà, je pense qu'il est en manque, total là, de confiance, qu'il n'a pas trouvé son rythme et qu'il se dit qu'il peut peut-être jouer 2-3 matchs
Il a un 8e à défendre à l'US Open. Oui, en plus, il a demandé une wildcard, Gilles Simon. Ouais, donc et puis Gilles Simon, bon, c'est un joueur qui physiquement quand même tient la route. Donc ça devrait pas non plus trop le pénaliser, quoi. Dans les choses à regarder, il y avait, ça malheureusement je l'ai pas vu, il y avait Jared Donaldson, qui est la nouvelle petite merveille du tennis américain, qui jouait contre le Gross, la bête australienne. Ouais, ils sont quand même bien attrapés avec 3 tie-breaks, c'est ça. Ouais, quand tu vois ce que sert à Groff, c'est dur de breaker quand même. Bah ouais. Donc il a un physique de camionneur, l'Australien. Catcheur, tu veux dire. Ouais, de catcheur, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il sort d'une série viking. Ouais, non, bah il sert à 230. C'est un mec qui sert à 230, donc bon, sur dur, c'est quand même pas évident de retourner, quoi. Non, mais il est bon, ce petit Jared Donaldson. Hein, il va... Mais c'est qui le sparring partner de Serena Williams? C'est pas lui, justement? J'ai pas entendu ce que tu disais. C'est pas le sparring partner de Serena Williams? Je me posais cette question. Non. Bah non. Non, je pense qu'elle a. Non, c'est un petit Blackos, le nouveau hitting partner, puisque c'est plus Sacha. Et il joue dans le top 100, lui? Le sparring partner de Serena Williams ou... Non. Ces gars-là, c'est des vrais sparring partners à l'américaine. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de te mettre la balle exactement où tu lui demandes, mets-la là, il te la met. D'accord. C'est pas des joueurs. Ça a été des joueurs de tennis moyen, mais ce sont des vrais. Ils peuvent te préparer un match. Par exemple, tu leur dis, bah voilà, tu vas me mettre la balle 10 fois de suite le long de la ligne. Il va te mettre la balle 10 fois de suite le long de la ligne. Il sera pas capable de faire un match. Ok. Donc voilà. Du coup, je pense qu'il nous reste 10 minutes, donc on peut peut-être. Voilà, je pense que. Bon, on n'a pas le tableau du US Open. Bon, on a les têtes de série, c'est ça? On a les têtes de série du US Open. Alors, on commence par quoi? Par les femmes. Ouais, commençons par les femmes. Allez, on commence par les femmes. Alors, attendez, parce que j'ai fermé la page où j'avais les têtes de série. Bon, on les connaît un petit peu, les têtes de série de 1 à 5 au moins, ou 6. On les connaît, ça va être la Williams, bien sûr. Il n'y a pas de surprise, évidemment. Et on se retrouve avec Alep qui est passé deuxième. Donc Sharapova qui a fait, c'est quand même inconnu. Ouais, Sharapova, c'est totalement l'inconnu. Ouais. Totalement inconnu. Elle était là pour faire de la pub. Hein. Tu sais, il y a eu la pub dans un truc pas mal d'ailleurs, avec tous les gros joueurs Nike. Ouais, ils ont fait la promotion des nouvelles fringues pour l'US Open. Exactement. Et donc, elle était là, souriante et tout. Donc, Wozniacki sera en 4, ce qui est quand même pas mal pour elle. Vitova sera en 5 en électron libre, donc ça veut dire qu'elle va se retrouver en quart contre une des 4. Je pense que c'est une place qu'elle aime bien, 5e, Vitova. Bah oui, parce que finalement, c'est l'électron libre, hein, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Safarova en 6, Ivanovic en 7, Pliskova en 8. Donc là, ça va nous donner l'écart théorique. Muguruza en 9. Alors, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, Muguruza, parce que vraiment, après son exploit de Wimbledon, elle a du mal à le digérer. Donc, on a parlé de Carla Suarez Navarro aussi en 10. Angelique Kerber, bon, on ne sait pas trop. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Belinda Bencic, on va évidemment la regarder. Parce que après ce qu'elle a fait, un tournoi extrêmement bien maîtrisé et surtout la qualité de son jeu, la qualité de sa tactique. On demande à la voir. Elle devrait aller au moins en deuxième semaine, 8e ou quart. Makarova, elle est un peu en chute libre, hein, en pente douce, Makarova, malheureusement. Alors c'est une joueuse que moi j'aime beaucoup. C'est une attaquante, une belle gauchère attaquante, mais il lui manque un peu de force.
Et puis bon, toutes ces joueuses jouent aussi en double et je sais pas si finalement ça lui refait du bien. Bachinski, c'est vraiment pas la pente douce, c'est plutôt la pente raide depuis la demi-finale à Roland-Garros. Radzanska, 15e, bon, on sait d'où elle vient, elle était 4e, donc elle, c'est la pente raide aussi. Sarah Errani, bah, elle est 16e, elle est là. Bon, ça, c'est, on va dire, les 8e théoriques, tout ça. Et puis, donc, Svitolina qui a fait un beau parcours. Petkovic qui a un peu baissé, c'est dommage, 18e. Madison Keys, 19e, qui ne confirme pas la demi-finale en Australie et qui n'a pas du tout confirmé après. Azarenka, 20e, bon, qui peut peut-être continuer son rapprocher vers le sommet. Il faut qu'elle joue certainement mieux que ce qu'elle a fait sur dur. Djokovic, 21, bon, qui est là, qui n'est pas là. Pour moi, c'est une pré-retraitée du circuit. Samantha Stosur, 22e, bon, pré-retraitée du circuit. Venus Williams, un peu en pente douce aussi. Hein. Venus Williams, c'est ce qu'elle est montée jusqu'à la 14e place, 13e, 14e, 15e. Et là, elle est 24e. Bon, on sait, elle est malade, etc. Mais bon, elle est un peu en pente douce quand même. Sabine Lisicki qui n'arrive pas à sortir de ce numéro 20, entre 24 et 25, entre 20 et 25. Ouais. Qui a toujours son gros service, mais pas grand-chose derrière. Eugénie Bouchard, là en pente raide aussi, 4e l'année dernière, 25e cette année. On espère la voir faire quelque chose aux États-Unis pour elle et puis aussi pour le spectacle parce qu'elle est quand même agréable à voir jouer. Peneta, 26e, pas grand-chose à dire. Alizé Cornet, 27e, pas grand-chose à dire non plus. Camélia Bégou, pas grand-chose à dire non plus. Sloane Stephens, 29e, elle devrait largement être plus haut. Elle devrait être aux alentours de la 10e place, cette fille, au moins, en étant un espoir pour être numéro 1 un jour. Mais bon, apparemment, l'entraînement et elle, ça fait 2, donc tant pis. Kuznetsova en pente douce aussi, une joueuse que j'aime beaucoup, que peu de gens aiment et qui est extrêmement sympa et qui est une bonne joueuse aussi. Bon, mais bon. 30e, elle est pré-retraitée. Pavlyuchenkova. Alors elle, c'était une junior exceptionnelle et elle n'est jamais arrivée à digérer le grand circuit et elle a perdu confiance. Elle joue beaucoup en double. Donc rien à dire non plus. Et Schmiedlova, une Slovaque, rien à dire non plus. Bon, elle est là, elle pourrait être ailleurs, parce qu'après, là, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Ouais. Ça aurait pu être Camilla Giorgi, ça aurait pu être Caroline Garcia. C'est elle. Bon, faut que ces filles que j'ai citées et que j'aime beaucoup se mettent à jouer un petit peu au tennis et pas une fois sur deux, quoi. Ce serait assez bien. Est-ce que quelqu'un a les garçons? Moi, j'avais les filles et les garçons, j'ai pas regardé. Alors, les garçons. Bon, évidemment, Nole, numéro 1, CDR numéro 2, les garçons, on peut regarder. Attendez, je vais la voir là. Alors. Ouais, donc, Nole. Federer, qui a repris la place à notre ami Andy Murray. Qui doit être un peu vert parce que s'il se retrouve face à Joe Candy, il va pas trop se marrer. Ouais, je pense qu'il avait fait exprès de beaucoup jouer. Il doit regretter parce que finalement, il est qu'à 200 points de Federer. Il doit regretter sa mauvaise performance à Washington. Ah oui, ça se joue là. Kim Nishikori, 4e. Stan Wawrinka, donc c'est les demi-théoriques. Donc quand même, la personne qui aura Kim Nishikori sera quand même avantagée, si c'est Federer ou Djokovic. Quoi. Donc quand même, gros incertitude sur le tirage. Après, ça dépend s'il arrive comme l'an dernier, Nishikori. Ouais, ça dépend, mais bon, quand même statistiquement, il vaut mieux prendre Nishikori que Murray en ce moment. Oui. En 5, Wawrinka, qui a fait un peu allure d'électron libre à la Kvitova. Donc, alors c'est vrai, Wawrinka qui est repassé numéro 5. Donc du coup, ça veut dire un quart théorique avec potentiellement Djokovic. Exactement. donc c'est
ça peut faire les choses. Berdych, on peut pas. C'est le cadeau. Ouais, c'est cadeau. C'est le cadeau parce que vu ce qu'il montre depuis 5 mois. Ferrer. Je vais vous arrêter un peu sur Berdych. On avait vu quand même le travail qu'il a fait avec Dani Valderdou, et on se disait qu'il allait quand même mieux performer cette année, et il s'est vite tassé, quoi. Ouais, alors qu'il était deuxième à la race, troisième en début d'année. Surtout, il tape Nadal très fort en Australie, 6-0, 6-2, 7-6. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose avec Berdych. Il fait un début d'année très fort et après, au moment de la période sur terre battue, mais là, c'était important Nadal parce que je sais plus combien il avait perdu de matchs d'affilée. C'était c'était insensé. Je crois que c'était 18 matchs de perdus. C'était complètement hallucinant, quoi. Et il avait très bien joué. Les 2 premiers sets, Nadal ne voit pas la balle. Ouais, non, mais c'est un peu inexplicable. J'ai pas vraiment. Parce que là, c'est pas que des biorhythmes, donc j'ai pas vraiment d'explication sur Berdych. Voilà, c'est mental, non mais c'est mental. Rappelle-toi combien de fois la fameuse volée de coup droit, il la met même pas dans le couloir, mais à côté du couloir. Ouais, non, c'est mental. Berdych, ça sera un cadeau, mais peut-être un cadeau peut-être un moins bon cadeau que Ferrer, qui m'a l'air d'être le plus beau cadeau. Sera-t-il là? Parce que là, oui, il a confirmé. Ah, il a confirmé? Il a confirmé qu'il jouait. Ah ouais, donc en 8, Rafael Nadal en 8. Ouais, donc ça nous donne les 8e théoriques avec 4. Ça nous donne l'écart théorique. Donc Rafael Nadal qui peut prendre Federer en quart, qui peut prendre Djokovic en quart, qui peut prendre Murray en quart. Et puis ensuite, donc du coup, entre la 9 et la 16e place, donc on a Marin Cilic, qui va perdre 15 places au classement après le tournoi. Ouais, là, il va se retrouver. Il marchait pas à l'ordinaire. Maintenant, il retourne à l'ordinaire, quoi. Quoi qu'il peut quand même viser un quart. Hein. Ouais, mais il va retourner après le tournoi. Il va retourner à la 21e place, quoi. 22, 23. Milos Raonic, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il. On sait pas trop. En 10e. En 11e, Gilles Simon. En 12e, Richard Gasquet. Richard Gasquet qui peut faire un bon tournoi, je pense. Gasquet qui peut faire un très bon tournoi. John Isner. Lui aussi peut être. Qui sera là. Voir quelque chose. Qui sera là. Goffin, qui manque un peu d'expérience et de tremblon souvent. D'expérience. Il a carrément manqué de couilles contre Djoko. Ouais. Goffin il a manqué de souffle, il a manqué de plein de choses. C'était un peu un scandale, quoi. Dans la tête, il mène 3-0, quoi. Il se fait rejoindre, il se fait croquer, il n'en gagne pas une. Ouais, il prend 6-0. Kevin Anderson en 15, qui peut quand même toujours être dangereux en Grand Chelem. Oui, il montre depuis 3-4 semaines, et c'est aussi un cadeau, lui. Hein. Ouais. Gaël Monfils, on peut rien dire. Donc, on peut rien dire. Non, mais il va rien faire. Moi, je pense qu'il va rien faire, Gaël. Gaël Monfils, ouais. Ah, et Dimitrov, 17e, qui peut faire quelque chose. Dimitrov qui peut revenir. Alors, Dimitrov, qui sait avec qui il est en ce moment, pas en termes de gonzesse, hein, mais en termes d'entraîneur, il est avec qui? Parce que il s'est séparé de Rachid. Mais ce qui est normal. Nous, on l'avait dit il y a un moment. On l'a dit avant qu'il le fasse. On a dit on voyait bien que c'était une association qui était plus possible. Roger Rachid est un mec un garçon charmant. On l'aime énormément. C'est un mec qui est toujours là pour faire une course, un truc et tout. C'est plutôt un géo. Et c'est plutôt un grand géo, mais malheureusement, en tant qu'entraîneur, il est plutôt c'est plutôt un préparateur physique. Ouais, non, tout à fait. Donc, il faut qu'on aille vite parce qu'il est 38 là, donc je pense qu'il faut qu'on se dépêche. Feliciano Lopez qui est 18, donc il peut taper Nadal en 8e. Hein. Enfin, il peut se reprendre Nadal en 8e. Il va pas le taper 2 fois quand même. Et Tsonga qui sort du top 18.
Donc, En pente douce, ton gars aussi. Hein. donc 19e, Dominic Thiem 20e, 21e Karlovic qui peut être un énorme emmerdeur. Troïki 22 qui devrait pas faire peur. Bautista Agut 23 qui devrait pas non plus faire peur. Tomic 24, bon, pourquoi pas, mais on n'y croit pas trop. Seppi 25 qui a pas les armes, je pense. Robredo 26 qui est quand même un peu sur la fin de la carrière. Chardy 27 qui peut potentiellement peut-être bien joué. Jackson 28 qui est peut-être finalement le plus dangereux dans cette tranche de catégorie de joueurs. Coach Schreiber 29, Bellucci 30 et Garcia Lopez 31 qui devrait pas trop poser de problème. Et la dernière tête de série, Fabio. Voilà, Fabio. En douce aussi, Fabio Fognini, parce qu'il a commencé l'année, il était genre 21, 22e, et peut-être même mieux. Et là, il est en train de rebaisser et de descendre carrément. Donc voilà. Donc le tableau, on l'a quand? Jeudi, vendredi? Jeudi, ouais. Jeudi à midi, je crois. C'est-à-dire 18h pour nous. Ok. On pourra réfléchir un peu plus posément avec le tableau, je pense. Oui. Même si déjà, les têtes de série, ça nous donne des quarts théoriques, des huitièmes théoriques, etc. Ça sera intéressant de voir où est Nadal, qui se prend huitième, est-ce qu'il prend Federer en quart. Ça sera intéressant de voir Wawrinka. Moi, j'ai un petit quand même qu'on va quand même l'avoir, notre Federer Nadal. C'est possible. Ça s'est jamais fait à l'US Open. C'est peut-être l'année ou jamais. Si ce match advenait, très difficile de pronostiquer. Avec ce qu'on voit quand même. Ouais. Avec le Nadal actuel. Ouais, avec le Nadal actuel, ça penche pour Federer, mais. Je pense que même Federer va perdre ce complexe en jouant face à ce Nadal-là. Oui, mais ça sera intéressant de voir s'il reste quelque chose dans la tête de Nadal. Il reste certainement quelque chose dans les deux têtes. Mais regarde. Sachant que ça voudrait dire quand même que Nadal aura gagné 4 matchs. Ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. depuis Roland Garros. Depuis très longtemps. Ouais, mais bon, tout à fait. Okay, faudra voir le tableau, parce que si se tape des joueurs comme Bellucci avant, ça devrait aller. Donc voilà. Enfin, généralement, les deux premiers tours, ils sont toujours impeccables. Puis après, ça commence à souffler au troisième, et puis après, troisième, quatrième et cinquième, c'est dehors. Ouais. Bon. Messieurs, on a fait une très belle émission. Un peu d'auto-congratulation et un peu de narcissisme. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour commencer à préparer ce tournoi de Fluffy Melo. Enfin, il y aura déjà eu des matchs, donc on va pouvoir commencer et déjà tirer quelques enseignements et voir un peu comment se terminera la première semaine et comment on projette la deuxième semaine. Ça marche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et bon tennis. Tennis Talk, c'est terminé.